va se laisser porter chill sur les histoires de Noël. Tout à notre aise, tranquillement. Rien n'est pas là, je fais grève, mais il a dit hier qu'il serait pas là aujourd'hui. Il reste plus que moi. Oui, c'est ça, il reste plus que toi. Il reste plus que toi, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu saurais être là. Euh, Parce que ben, on est quand même pas mal de modérateurs. Il y a des moments où vous êtes tous là. Et Choupi, aujourd'hui, c'est le week-end, donc elle n'est pas là, trop là non plus. Et puis, elle avait dit, hein, elle faisait le matin, donc elle était crevée le soir. Voilà, c'est notre petite étoile. Ma petite étoile de Noël. C'est Stella. Hum, Voilà. En plus, Jade, il m'a tué parce que dans le Discord, il me dit comme ça. Il n'y a rien, il n'y a personne qui stream aujourd'hui. Euh, bah, bah, si moi, je, je stream, viens. Hum. Donc voilà. Allez, direction les histoires de Noël, sans plus attendre. Qu'est-ce que je fais? Je laisse encore un peu le chauffage ou je l'éteins? Je l'avais éteint parce que j'avais froid. Vous avez vos guimauves, vous avez votre chocolat, vous avez votre café, vous avez tout ce que vous avez besoin. Vous avez pris votre plaid, vous êtes mis dedans, euh, vous êtes emballé. Joli pull. Ah, j'ai pas vu son pull, moi. C'est pas juste, c'est du favoritisme. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire, vilaine fille? Tu m'as pas montré ton pull. Je boude, nain. Son pull du Noël sur Facebook. Ah, c'est un pull moche. J'étais obligée de le mettre tout à fait. Ah, les fameux pulls de Noël. Hmm, les fameux pulls avec des petits rennes, des petits Pères Noël, des petites boules. Moi, c'est mon chat, je l'ai transformé en petit renne l'autre fois. Elle le met en valeur. Mais regardez-moi ça. C'est ma chef qui m'a dit de mettre un pull moche. Ah, pauvre Stella. Oui, ben note un Chad. Note que Ryan n'est pas là et que Stella fait des bêtises. J'avais trop chaud. Ah, tu m'étonnes. Ça aurait pu être un pull Lidl, c'est ça. Coucou Jo, comment vas-tu? Mais j'ai pensé à toi hier, je me suis dit, tiens, Jo, elle est pas là, c'est pas normal. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Bon, allez, on y va. Alors, cette histoire s'appelle Les sabots du petit Wolf. Il était une fois, il y a si longtemps que tout le monde a oublié la date, dans une ville du nord de l'Europe, dont le nom est si difficile à prononcer que personne ne s'en souvient. Il était une fois un petit garçon de 7 ans, nommé Wolf, orphelin de père et de mère, et resté à la charge d'une vieille tante, personne dure et avarieuse, qui n'embrassait son neveu qu'au jour de l'an et qui poussa un grand soupir de regret chaque fois qu'elle lui servait une écuellée de soupe. Mais le pauvre petit était d'un si bon naturel qu'il aimait tout de même la vieille femme, bien qu'elle lui fît grand-peur et qu'il ne pût regarder sans trembler la grosse verrue ornée de 4 poils gris qui avait poussé
au bout de son nez. Comme la tante de Wolf était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l'or plein un vieux bas de laine, elle n'avait pas osé envoyer son neveu à l'école des pauvres, mais elle avait tellement chicané pour obtenir un rabais avec le magister, chez qui le petit Wolf allait en classe, que ce mauvais pédant, vexé d'avoir un élève si mal vêtu et payant si mal, lui infligeait très souvent, et sans justice aucune, l'écriteau dans le dos et le bonnet d'âne. Il excitait même, attendez, il excitait même contre lui ses camarades, tous fils de bourgeois, qui faisaient de l'orphelin leur souffle-douleur. Ah, ça c'est pas bon, hein, les migraines. Ta tête c'est la météo. Eh bien alors, ça doit être folklorique. Le pauvre mignon était donc malheureux comme les pierres du chemin et se cachait dans tous les coins pour pleurer quand arrivèrent les fêtes de Noël. La veille du grand jour, le maître d'école devait conduire tous ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents. Or, comme l'hiver était très vigoureux cette année-là, et comme depuis plusieurs jours il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers vinrent tous au rendez-vous, chaudement emmitouflés, avec bonnets de laine enfoncés sur les oreilles, double et triple vestes, gants et mitaines de tricot, et de bonnes grosses bottines à clous et à fortes semelles. Seul le petit Wolf se présenta grelottant sous ses habits de tous les jours et des dimanches, et n'ayant aux pieds que des chaussons de Strasbourg dans de lourds sabots. Ses méchants camarades, devant sa triste mine et sa dégaine de paysan, firent sur son compte 1000 risées. Mais l'orphelin était tellement occupé à souffler sur ses doigts et souffrait tant de ses engelures qu'il n'y prit pas garde. Et la bande de gamins, marchant deux par deux, se mit en route pour la paroisse. Il faisait bon dans l'église, qui était toute resplendissante de cierges allumés, et les écoliers, excités par la douce chaleur, profitèrent du tapage de l'orgue et des chants pour bavarder à demi-voix. Ils vantaient les réveillons qui les attendaient dans leur famille. Le fils du bourgmestre avait vu, avant de partir, une oie monstrueuse que des truffes tachetaient de points noirs comme un léopard. Chez le premier, et je vins, attendez parce qu'il faut que j'aille à la page suivante, il y avait un petit sapin dans une caisse aux branches duquel pendaient des oranges, des sucreries et des polichinelles, et la cuisinière du tabellion avait attaché derrière son dos avec une épingle les deux brides de son bonnet, ce qu'elle ne faisait que dans ses jours d'inspiration, quand elle était sûre de réussir son plat fameux, un fameux plat sucré. Et puis les écoliers parlaient aussi de tout ce que leur apportait le petit Noël, de ce qu'ils déposaient dans leurs souliers, que tous auraient soin, bien entendu, de laisser dans la cheminée avant d'aller se mettre au lit. Et dans les yeux de ces galopins éveillés comme une poignée de souris, étincelait par avance la joie d'apercevoir à leur réveil le papier rose des sacs de pralines, les soldats de plomb rangés en bataillon dans leurs boîtes, les ménageries sentant le bois verni et les magnifiques pantins habillés de pourpre et de clinquant. Le petit Wolf, lui, savait bien par expérience que sa vieille avarde tante l'enverrait se coucher sans souper, mais naïvement, et certain d'avoir été toute l'année aussi sage et aussi laborieux que possible, il espérait que le petit Noël ne l'oublierait pas, et il comptait bien tout à l'heure placer sa paire de sabots dans les cendres du foyer. La messe de minuit terminée, les fidèles s'en allèrent, impatients du réveillon, et la bande des écoliers,
toujours deux par deux et suivant le pédagogue, sortit de l'église. Or, sous le porche, assis sur un banc de pierre surmonté d'une niche, un enfant était endormi, un enfant couvert d'une robe de laine blanche et pieds nus malgré la froidure. Ce n'était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et près de lui, sur le sol, on voyait liés dans une serge, une équerre, une hache et les autres outils de l'apprenti charpentier. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur divine et ses cheveux longs, bouclés d'un blond roux, semblaient allumer une auréole autour de son front. Mais ses pieds d'enfant, bleuis par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient mal à voir. Les écoliers, si bien vêtus et chaussés pour l'hiver, passèrent indifférents devant l'enfant inconnu. Quelques-uns, même fils des gros notables de la ville, jetèrent sur le vagabond un regard où ils lisaient tout le mépris des riches pour les pauvres, des gras pour les maigres. Mais le petit Wolf, sortant de l'église, le dernier, s'arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait. « Hélas, se dit l'orphelin, c'est affreux, ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude. Mais ce qui est encore pire, il n'a même pas, ce soir, un soulier ou un sabot à laisser devant lui pendant ce sommeil, afin que le petit Noël y dépose de quoi soulager sa misère. » Emporté par son grand cœur, Wolf retira le sabot de son pied droit. Il le posa devant l'enfant endormi, et comme il put, tantôt à cloche-pied, tantôt boitillant, et mouillant son chausson dans la neige, il retourna chez sa tante. « Voyez le vaurien !» s'écria la vieille, pleine de fureur au retour du déchaussé. « Qu'as-tu fait de ton sabot, petit misérable ?» Le petit Wolf ne savait pas mentir, et bien qu'il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils gris sur le nez de la mégère, il essaya, tout en balbutiant, de conter son aventure. Mais la vieille avare partit d'un effrayant éclat de rire. « Ah, monsieur se déchauffe pour les mendiants. Ah, monsieur des pareils, sa paire de sabots pour un va-nu-pied. Voilà du nouveau, par exemple. Eh bien, puisqu'il en est assis, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste, et le petit Noël y mettra cette nuit. Je t'en réponds, de quoi te fouetter à ton réveil. Et tu passeras la journée de demain à l'eau et au pain sec. Et nous verrons bien si la prochaine fois tu donnes encore tes chaussures au premier vagabond venu. » Et la méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans sa soupente où se trouvait son lit. Désespéré, l'enfant se coucha dans l'obscurité et s'endormit, bientôt sur son oreiller trempé de larmes. Mais le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée, descendit dans sa salle basse, oh merveille! Elle vit la grande cheminée, pleine de jouets étincelants, de sacs de bonbons magnifiques, de richesses de toutes sortes, et devant ce trésor, le sabot droit que son neveu avait donné au petit vagabond se trouvait à côté du sabot gauche qu'elle avait mis là, cette nuit même, et où elle se disposait à planter une poignée de verges. Et comme le petit Wolf accourut au cri de sa tante, s'extasier devant les splendides présents de Noël, voilà que de grands rires éclatèrent au dehors. La femme et l'enfant sortirent pour savoir ce que cela signifiait et vinrent toutes les commères réunies autour de la fontaine publique. Que se passe-t-il donc? Oh, une chose bien plaisante et bien extraordinaire. Les enfants de tous les richards de la ville, ceux que les parents voulaient surprendre par les plus beaux cadeaux, n'avaient trouvé que des verges dans leurs souliers. Alors l'orphelin et la vieille dame, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins d'épouvante.
Mais tout à coup, on vit arriver monsieur le curé, la figure bouleversée. Au-dessus du banc placé près de la porte de l'église, à l'endroit même, la veille, où l'enfant, vêtu d'une robe blanche et pieds nus, malgré le grand froid, avait posé sa tête ensommeillée. Le prêtre venait de voir un cercle d'or incrusté dans les vieilles pierres. Et tous se signèrent dévotement, comprenant que ce bel enfant endormi, qui avait auprès de lui des outils de charpentier, était Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour une heure tel qu'il était quand il travaillait dans la maison de ses parents, et ils s'inclinèrent devant ce miracle du bon Dieu qui avait voulu faire une récompense pour la confiance et la charité d'un enfant. Voilà. Bonsoir Chadou. Ah, quand même. Ces histoires-là, j'aime bien toutes ces histoires parce qu'elles ont tous une, une conclusion qui est intéressante. C'est bien la preuve que c'est pas nécessairement des plus riches que quelqu'un de pauvre peut obtenir quelque chose sans attendre quoi que ce soit en retour. Et c'est un très beau geste que cet enfant fait, Wolf, en donnant son sabot à un des enfants, enfin au petit garçon, alors que lui déjà est extrêmement dépareillé par rapport aux autres. Shadou a disparu. Shadou, tu es où? Shadou, ouh. Il boude. Je suis là mort de rire. Vous voyez qu'il est là. Mais vous êtes bien mauvaise langue. Il est dans son coin. Il est puni. Bon, ce coup-ci, je vais aller éteindre mon chauffage. J'arrive. Attendez, j'arrive. Tac, je vous mets sur la scène, j'arrive. Hop là. Jadou revient, j'ai les mômes à la maison. Je suis en train de manger. Oh. Publius tu cru. T'es en train de manger? Qu'est-ce que tu manges? Vil gredin. D'avoir disparu de la sorte. Il ripaille. Des M&M's. Sûrement sanglier rôti. J'entends un drôle de bruit par là, je me demande c'est quoi. Alors, la deuxième histoire s'appelle La Noël du petit joueur de violon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, cette histoire ici que je vais vous lire, c'est celle de... Attendez. C'est celle que je vais vous lire là. Attendez, j'ai été trop vite. C'est celle de Camille Lemonnier. Et celle d'avant, on remonte tout au-dessus, c'était celle de François Copé. Voilà. C'est un livre PDF, hein, c'est magnifique, parce qu'il est en grosses lettres et c'est parfait pour les bigleux comme moi.
Pas de boulot, pour info. T'as dit des M&M's. Ah non, c'est pas toi qui as dit des M&M's. Eh ben, bon appétit. Voilà. T'as vu comment ils sont, hein? Miam miam à table. J'en ai fait aussi cette semaine. Des pas de boulot. Oh, excusez-moi. Allez, histoire suivante. Donc, ça s'appelle la Noël du petit joueur de violon. Bon anniversaire à ta fille, Jo. Jean dit à son domestique, Monsieur Capel de la maison Capel est si. Allez donc voir quel est ce tapage à la porte de la rue. Je n'ai pas besoin de me déranger, monsieur Capel, pour savoir que c'est le petit mendiant à qui vous m'avez fait donner 2 sous ce matin, répondit Jean en regardant par la fenêtre du bureau. Ces mendiants ne nous laisseront donc jamais tranquilles, s'écria monsieur Capel. Tous les ans, je donne 100 francs au bourgmestre pour les pauvres de la ville. Dites-lui cela, Jean, de ma part, et faites-le partir. Jumelle. C'est aussi l'anniversaire de Stella aujourd'hui. Attendez un peu que j'ai fini douceté de dépousser, qu'est-ce que je raconte moi, dépousser votre grand fauteuil, monsieur Capel, et vous verrez si je n'irai pas le lui dire. C'est incroyable comme il y a toujours de la poussière dans votre bureau. Comment donc 100 francs aux pauvres de la ville? Je lui dirai cela, soyez tranquille, et s'il prend envie de recommencer, je lui dirai par-dessus le marché que je n'ai pas le temps de courir du matin au soir après des rien du tout, des gueux, des rats. Et Jean donnait un si furieux coup à son plumeau sur le fauteuil que les plumes se détachaient par poignées. Oui, monsieur Capel, des rats, 100 francs par an. Vous badinez, je pense. Doucement, s'il vous plaît, Jean. Vous allez déchirer le cuir de mon fauteuil. J'entends de nouveau le violon. Sortirez-vous à la fin? Oui, monsieur, fit Jean, en passant son plumeau sous son bras. Mettez-vous seulement un peu à la fenêtre pour entendre comment je vais l'arranger. Et puis, il se plaça au milieu du bureau, croisa ses bras, en regardant son maître d'un air attendri, la tête sur le côté, et s'écria. Est-il Jésus-Dieu possible que des rien du tout, des gueux, des rats, oui, des rats, monsieur, viennent ennuyer, jusque dans sa maison, un monsieur si honnête et qui donne 100 francs par an aux pauvres de la ville? Non, monsieur, ce n'est pas croyable. Ayant ainsi parlé, Jean se dirigea lentement du côté de la porte, les bras croisés, le nez en terre, vers de petits hochements de tête, comme un homme qui médite sur ce qu'il vient de dire. Mais au moment de sortir, il releva les yeux et interpella son maître. Ainsi donc, monsieur Capel, je lui dirai de votre part. Qu'est-ce qu'il faudrait dire, s'il vous plaît, monsieur? Jean, attendez un peu, cria à ce moment une petite voix de jeune fille. Et l'âne, que tout le monde appelait, c'est un nom flamand, Linche, dans la maison, entra en sautillant dans le bureau de son père. Oh, la jolie enfant! Elle avait 10 ans, les joues rouges, les cheveux blonds, les yeux bruns, et sa grande tresse serrée dans des nœuds de soie bleue battait son dos comme un épi tressé. Tu es repu, tant mieux. Père, supplia-t-elle, un petit sou pour le joueur de violon qui est devant la porte de la maison. Jean ira le lui apporter. Mais M. Capel lui répondit avec humeur. Qu'as-tu à t'en occuper de cet affreux petit drôle? J'en ai assez de ces manivelles. Ah, père, il est si gentil, fit l'enfant en joignant les mains très doucement. Et il joue si bien. Il n'a peut-être plus de père, car enfin. Est-ce que tu me laisserais aller jouer du violon aux portes des maisons, père? Voilà une question.
Qu'y a-t-il de commun entre nous et les pauvres gens? Tu es la fille de Jacob Capel, de la maison Capellesi, la plus riche maison de la ville, dit Jean en crachant derrière sa main dans le corridor. Eh bien, père, tiens, je voulais te dire quelque chose de très raisonnable, et voilà, j'ai oublié. Attends, je sais maintenant. Je ne voudrais jamais que ma poupée manquât de rien tant que je serai vivante, et pourtant, je ne suis que sa maman. Voyons, un petit sou s'il te plaît, papa, et je le prends sur l'argent de mes économies. Le grand méchant loup n'a plus faim. Tiens, voilà le sou, mais c'est le dernier qu'aura ce petit mendiant. À votre âge, mademoiselle, j'étais déjà plus sérieux et je m'occupais des intérêts de la maison au lieu de prendre attention à des coureurs de rue. Je suis pourtant bien sage, père. Je sais tous. Non. Je fais toutes mes leçons et, et j'ai eu hier encore 3 bons points pour mon écriture. Oui, ma chérie, mais tu es pendue tous les jours à ma poche. Un sou est un sou, et 10 sous font un franc, et un franc, avec d'autres francs, font au bout de l'année un joli intérêt. Crois-tu qu'on nous donnerait comme cela des sous à la porte des maisons si nous étions pauvres? Ici, Jean crut devoir intervenir, et crachant encore une fois derrière sa main dans le corridor, il s'écria: Eh bien non, mademoiselle, qu'on ne nous les donnerait pas. Un si bon monsieur, à qui tous les ans donne 100 francs aux pauvres. Ah bien non, et pour ma part, monsieur Capel, je vous dirais, allez-vous-en. Nous avons bien assez déjà de nos pauvres, auxquels nous payons 100 francs par an. Est-ce que je m'en dis, moi? Je suis domestique chez monsieur Capel, et je travaille. Eh bien, travaillez aussi, voilà ce que je leur dirai. Va savoir pourquoi. Monsieur Capel haussa les épaules et poussa du doigt la petite vers la porte. Allons, fillette, dit-il, va avec Jean. Voici la fin de l'année et j'ai à revoir mes livres de comptes. Ils descendirent et brusquement, Jean se mit à crier de toutes ses forces et de toute la force de ses poumons. Et là-bas, et le mendiant, garnement, propre à rien. L'archer cessa de faire grincer les cordes du violon, et un jeune homme se leva de la marche de pierre sur laquelle il était assis, devant la porte. Alors Jean prit un air majestueux et la main tendue comme un avocat qui commence à plaidoyer. Monsieur Capel vous fait dire de sa part qu'il donne 100 francs par an aux pauvres de la ville et que... Venez, petit, venez par ici, interrompit Lenche, poussant à travers la porte sa jolie petite tête rose. Et de la main, elle lui fit signe d'approcher. Le petit mendiant, qui avait ôté son chapeau en souriant gauchement quand Jean s'était mis à lui parler, entra dans le vestibule peint en marbre blanc, étonné, regardant la hauteur des voûtes, avec un mouvement de tête humble et lent pour saluer. Jean ferma la porte, examina le garçon des pieds à la tête, et tout à coup indigné, montra Lenche et s'écria: Savez-vous bien à qui vous parlez? À Lenche, la fille de monsieur Capel. Et monsieur Méganck, le notaire lui-même, n'est pas plus riche que monsieur Capel, quoique son cocher ait un frac avec de l'argent dessus. Mais l'enfant avait posé le doigt sur les haillons du musicien. N'ayez pas peur, dit-elle, et répondez-moi. Vous n'avez plus de père, petit? Il fixa à présent les yeux sur la pointe de ses pauvres vieux souliers, haussant les épaules doucement pour montrer qu'il ne comprenait pas. Puis, par contenance, un poing sur sa hanche, il se mit à siffler dans ses dents, d'un air à la fois timide et résolu. Bon, c'est un sourd et muet, s'éclata Jean. J'ai vu ça de suite. Voyons, répondez, n'est-ce pas que vous êtes sourd et muet?
Comment voulez-vous qu'il soit sourd et muet, Jean, puisqu'il chantait hier en jouant du violon? Alors le jeune garçon mit son instrument sous son menton et ouvrit la bouche, comme s'il s'apprêtait à chanter. Mais Lenche poussa sa main sur l'archet et lui dit: Moi j'aime le violon, mais mon papa ne l'aime pas. Je vous ai demandé si vous n'aviez plus de papa. Est-ce que vous ne m'avez pas compris? Il leva sur Lenche deux grands yeux, noirs, doux comme du velours, et haussa à nouveau les épaules. Mais cette fois, un triste sourire plissait le coin de sa bouche bien formée. Ah, s'écria tout à coup Lenche gaiement, en frappant dans ses mains les unes après les autres. Il veut dire qu'il n'est pas du pays. D'où vient-il, Jean? Jean fit alors. Attendez, ma souris a bugué. Euh, Jean fit alors le tour du jeune garçon, les mains derrière le dos, levant et abaissant son long nez de travers pour mieux voir les habits du petit mendiant, et une grimace dédaigneuse plissait le bas de sa grosse figure bien nourrie. « Tenez, lui dit Lenche, j'ai demandé à mon père un sou, que voici, et j'y joins 3 sous qui m'appartiennent. Cela vous fait 4 sous pour vous acheter un gâteau, car c'est la Noël ce soir. J'ai bien encore 20 sous dans ma tirelire, mais j'ai promis de les donner à la vieille Catherine. Amusez-vous bien. Une autre fois, je vous donnerai ma poupée. Vous ne la connaissez pas? Elle a coûté 20 francs. C'est une poupée très jolie. » Et Lenche mit ses 4 sous dans les doigts du jeune garçon. Il eut un beau geste reconnaissant, et de la main dans laquelle Lenche avait glissé les sous, il frappa sa poitrine avec tant de vivacité qu'elle le regarda pour savoir s'il ne s'était pas fait mal. Il baissa aussitôt les yeux, et une grosse larme coula sur ses joues pâles. « Il, Poverello » cria-t-il tout à coup d'une seule voix avec une grande énergie, et glissant très vite de son violon sous son menton, il posa l'archet sur les cordes et ouvrit la bouche en regardant en l'air, la tête sur les épaules. « Lenche, Lenche » cria une voix dans les escaliers. Et Mina, la bonne, parut dans le couloir, tout essoufflée. « Que faites-vous ici? Je vous cherche dans toute la maison. Est-il permis de faire courir ainsi les gens? Dieu du ciel, mon corset vient de craquer. Je serai obligée de remettre une agrafe. » Mais elle, tout à son admiration, voyait Mina. Quel gentil petit garçon! C'est le même qui nous a suivis dimanche quand nous sommes allés, Nell et moi, à la boutique de Monsieur Plouf, le marchand de volailles, car vous étiez retourné ce jour-là chez vos parents, Mina. Il jouait du violon en nous suivant. Nell a voulu le chasser en lui montrant son poing, mais il n'a pas eu peur de Nell, et seulement il a mis son violon sous son bras. Ne trouverez-vous pas qu'il est bien gentil, Mina? Comment pouvez-vous trouver gentil un affreux petit garçon, sale, noir, mal lavé, et qui porte les cheveux si longs? Je n'ai jamais rien vu de plus laid que ce vilain petit singe, et vous feriez mieux de ne pas vous exposer à prendre un rhume. Mina, Mina, pourquoi dites-vous du mal de mon petit mendiant après l'avoir trouvé si gentil hier soir, car je vous ai donné hier une pièce neuve de 50 centimes pour la lui remettre, et vous êtes remonté en disant que vous n'aviez jamais vu un plus doux ni joli petit mouton. Bon, Lenche, ce que je vous ai dit aujourd'hui est pour vous mettre un peu en colère contre moi. C'est un doux mouton, voilà. Un doux et joli mouton, Mina. Oui, tout ce que vous voulez. Un doux et joli mouton. Êtes-vous contente? Je sais très bien que vous m'avez donné une jolie pièce de 50 centimes toute neuve, avec la tête du roi Léopold dessus. Oui, je la vois encore d'ici.
Elle toussait en parlant un peu gênée, car elle l'avait gardé pour elle. Et Mina était en effet descendue la veille pour remettre la pièce au petit garçon, mais au moment d'ouvrir la porte, elle avait vu le fils du sacristain à genoux dans la neige et cherchant à regarder par la fenêtre de la cave. Et Cloc, qui était jaloux, lui avait dit: Pourquoi venez-vous à la porte, Mina? Est-ce que vous m'avez entendu frapper contre la vitre? J'ai pourtant frappé bien doucement. Je suis sûre que quelqu'un a rendez-vous à cette heure avec vous. Dites-le, Mina, ou je vous pince. Qu'est-ce que vous chantez? S'était écriée la grosse petite bonne. Vous êtes toujours plantée devant le carreau pour savoir ce que je fais. C'est fini. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Mariez-vous d'ailleurs. J'en ai assez de toutes vos raisons. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, si c'est comme cela, je m'en vais. J'en ai assez de tous les museaux que je vois tourner par ici. Vous avez beau dire, je pars pour ne plus revenir. Je ne dis rien. Non, non, c'est inutile. Nous irons chacun de notre côté, j'en connais, qui vous valent bien. Et il y a le choix qui m'embarrasse. Votre amie Justine. Eh bien, prenez Justine, je vous l'abandonne. Prenez Dirk, voilà, un joli mufle, sans compter qu'il boit tout son mois en un jour. Vous me rendez mon mouchoir et mon gant, s'il vous plaît, avant dimanche, car je ne veux plus que vous ayez rien à moi. Ni moi non plus. Vous me rendez le cent-aiguille et le petit pot de pommade. Le petit pot de pommade, il y a un beau temps qu'il n'y a plus de pommade dedans, dans votre petit pot. Allez, ne me retenez plus longtemps, je suis bien sotte de vouloir encore causer avec vous. Eh bien, gardez le petit pot, Mina, en souvenir de moi, et s'il vous en faut encore un, je ne vous connais plus. C'est donc à cause de cette histoire que Mina a gardé son sou. C'est alors que, euh, après cette discussion, elle fut rentrée. C'est égal, Lenche, dit-elle. Vous feriez mieux de ne pas vous occuper de ces traîneurs de pavés. Ce sont tous des fripons et des fils du diable. J'en ai vu comme cela pas mal à Bruxelles quand j'étais en service chez monsieur Scrotel, le ferblantier. Et j'entendais dire autour de moi qu'il venait de si loin que c'était au moins de macaroni ou d'Italie. Et je ne sais plus au juste, mais c'est quelque chose comme cela. On va s'envoler. Oui, bah oui, le vent est horriblement fort. C'est abusé, c'est vraiment trop. Le petit joueur de violon remit son chapeau sur sa tête, serra autour de ses reins le vieux manteau bleu qu'une corde attachait à son corps et se mit à remonter la rue en frappant ses pieds gelés sur le pavé plein de neige. Le soir tombait et le long des façades, les vitres s'éclairaient les unes après les autres, des lampes brillaient sur les tables. De temps en temps, une fenêtre s'ouvrait sur la lumière chaude des chambres. Un homme ou une femme se penchait, fermait les volets. Les vitrines de boutiques scintillaient de givre, étalaient des arabesques légères comme des dentelles sur lesquelles dansait l'ombre des brosses, des torchons, des paquets de chandelles, des nattes en paille qui pendaient à l'étalage. On voyait des boutiquiers aller et venir avec empressement derrière leur comptoir, en riant parce que les gros sous pleuvaient ce soir-là dans leurs tiroirs. Et la vitrine du marchand de vin était une vraie merveille. Le malin compère avait rangé l'une à côté de l'autre sur les planches toutes les armées de bouteilles renfermant de belles liqueurs roses, brunes, jaunes, violettes, que la lumière de la lampe faisait miroiter comme des topazes, des rubis, des améthystes et des saphirs.
Et sur le trottoir, la neige se colorait de feu qui reflétait la nuance des liqueurs dans les bouteilles. Près de là, le charcutier avait pendu à sa fenêtre de longs chapelets de saucissons enguirlandés de fleurs en papier d'or et de belles saucisses luisantes tournaient en rond sur une assiette à côté d'un grand foie de porc dont le brave homme était en train de couper une tranche. L'enfant poussa la porte qui se mit à carillonner et du doigt montra le foie. Qu'est-ce que c'est, mon petit bonhomme lui dit le marchand. Je veux bien vous donner une tranche de foie, mais il faut me la payer. Et en même temps, il frottait plusieurs fois de suite son pouce contre son index pour donner plus de poids à ses paroles. Il faisait ça. L'enfant tira de sa poche un de ses sous et le mit sur le comptoir en passant sa main dessus, de crainte que l'homme ne le prît avant de l'avoir servi. Le grand couteau luisant plongea alors dans le foie et une tranche s'en détacha. Puis le petit mendiant ôta sa main dessus le sou et s'en alla, emportant sa marchandise. Il avait grand faim. Il mordait dans la tranche à belles dents et en un instant, il ne resta plus rien. Il glissa alors sa main dans sa poche pour voir s'il avait encore ses autres sous et continua son chemin. Le pâtissier avait imaginé pour Noël une montre extraordinaire, des cramiques étalées, leurs dos bruns piqués de raisin, laissant sortir par place la miche dorée, et une pièce montée superbe avec la forme d'une tour. Cette tour dont la base était en pâte de pudding étagée, 3 rangs de galeries circulaires en haut de la dernière parmi les fruits confits qui brillaient sur le sucre de la croûte glacée. Une petite femme en jupe blanche, posée sur l'orteil du pied gauche, haussait en l'air sa jambe droite en ouvrant les bras comme si elle allait s'envoler. Puis des meringues soulevées non loin de la tour, leur écume figée au milieu de laquelle 2 cerises et une prune semblaient des îlots battus par les flots. Contre la vitre, de grandes couques hérissées de drapeaux de soie rouge et bleu et de plumes frisées, posées debout à côté de l'homme en pain d'épices et en biscuits, qui avait l'air de dire bonjour aux passants. Il y avait aussi des assiettes remplies de dragées, de pralines, de chocolat, de fondant, de sucre de couleur, de caramel, mais la plus belle chose était certainement la tour aux 3 étages à cause de sa hauteur et de ses fruits. Tout ça, c'est pour vous donner faim. Le petit vagabond s'arrêta longtemps devant ces merveilles, n'ayant jamais rien vu d'aussi beau. Il se baissait, se haussait, se penchait à droite, se penchait à gauche, faisait avec son haleine des trous dans le givre des vitres pour mieux voir. Et tantôt, il sautait sur une jambe et tantôt sur l'autre, frappant ses vieilles semelles sur le trottoir et chantant entre ses dents un air de son pays. Doucement, il passa le bout de sa langue sur la vitre et lécha le givre à petits coups, croyant lécher la confiture. Le pâtissier s'aperçoit tout à coup qu'il y a quelqu'un derrière sa vitre et fait un geste de colère. Le petit joueur se sauve alors, mais le boulanger lui aussi a fait de gros bonhommes de cramique, de fine farine, des cooks en forme d'oiseaux avec des plumes et des drapeaux. Et l'enfant s'arrête de nouveau, regarde ces choses avec le désir d'en manger. Il n'a pris depuis le matin pour toute nourriture qu'un petit pain à 2 sous et une tranche de foie. À la fin, il se décide, il pousse la porte vitrée du maître mitron, montre du doigt les petits bonhommes qui sont à la vitrine et parmi ceux-là le plus beau. Mais la boulangère appuie le pouce de sa main droite sur la paume de sa main gauche, l'avertissant aussi qu'il doit avant tout payer. Il tire son sou et le pose sur le comptoir.
La méchante femme hausse alors les épaules et lui dit d'une voix aigre: Avez-vous pensé vraiment, petit drôle, que vous aurez ce grand bonhomme pour un sou? Puis elle prend le sou, le tourne dans ses doigts et lui donne un petit pain blanc, le plus sec de la fournée. Comme c'est bon du pain, il l'avale en quelques coups de dents et porte ensuite sa main à sa bouche pour y ramasser les miettes roulées dans les coins. Qu'est-ce qu'il mange? J'aime pas la langue de bœuf, j'aime pas la langue tout court, mais j'aime bien les champignons à la grecque. Constamment la sonnette des marchands carillonne, car de riches et pauvres vont à la boutique ce soir-là pour acheter les cadeaux de Noël. Les ménagères passent en courant, la tête baissée sur la poitrine, et l'une tient dans ses bras un cramique qui répand derrière elle une bonne odeur de pâte aux œufs. L'autre porte à son poignet un cabas d'où sortent des goulots de bouteilles. Des petits garçons et des petites filles passent aussi chargés de provisions et quelques-uns s'arrêtent pour ouvrir les paquets et prendre délicatement un bonbon, un morceau de sucre, un macaron. Des vieilles femmes enveloppées de manteaux et de capuchons sur les yeux sortent de l'église en marmonnant entre leurs dents, qui claquent de froid, et il y en a qui tiennent à la main une chaufferette par les trous de laquelle le vent fait pétiller la braise. L'église est silencieuse, on entend dans les nefs muettes que le grincement des chaises de dalles bleues, le pas du sacristain dans le chœur et le claquement des sabots lorsque les vieilles femmes en manteau noir se dirigent du côté du bénitier afin d'y tremper leurs doigts avant de sortir. Alors le jeune garçon se parle aussi ainsi à lui-même. Ah, Francesco, mon pauvre Francesco, pourquoi as-tu quitté la montagne? Tu avais une mère à la montagne et tu l'as quittée. Où sont les autres, ceux qui m'ont procédé dans mon tour du monde? Paolo est mort dans la campagne pendant qu'il faisait chaud. Il a bien du bonheur, Paolo. Un jour, quand il gèle et qu'on n'a plus la force de marcher, on regarde derrière soi et l'on cherche de quel côté du ciel est la montagne. C'est alors, mon Francesco, que le chemin paraît long et que l'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. J'ai perdu en chemin Paolo et Pietro aussi, mon cher Pietro, plus jeune que moi de 2 ans, et les autres m'ont quitté en me disant « Bon voyage ». Buppo était le plus grand, mais il toussait. Que serait-il arrivé de lui et des autres? Ce sera tantôt la nuit de Noël, et il a fête dans le ciel, et ceux de la montagne sont descendus vers Naples. Tous les ans, à la Noël, nous allions à Naples, avec les cornemuses et les violons. Et les gens nous donnaient des galettes, du fromage, des fruits, des pièces de monnaie. En ce moment, il entendit à quelques pas de lui 3 petits garçons qui chantaient à la porte d'une maison, et l'un d'eux tenait, au bout d'un bâton, une lanterne qui brûlait une chandelle. C'étaient des enfants de la campagne en sabots avec des écharpes de Noël, et ils chantaient des complaintes de Noël pour gagner quelques sous. Le plus grand se haussait sur la pointe des pieds et chantait à travers le trou de la serrure afin qu'on l'entendît mieux de l'intérieur. Le second chantait en tournant sur lui-même, les mains dans les poches, et l'on voyait sa grande bouche large ouverte, car il criait de toutes ses forces. Le troisième criait aussi, mais il s'interrompait à tout moment pour renifler, car son nez coulait, et il se remettait à crier de telle force que sa voix semblait devoir se briser. Et tantôt l'un, tantôt l'autre disait plus fort, pendant que lui, qui avait le nez à la serrure, tapait de petits coups des bouts de sabot contre la porte. Et alors, ils se mettaient à crier tous les 3 comme des diables. Et leur chanson était à l'unisson, mais l'un
avait déjà fini quand l'autre commençait, et le dernier courait toujours après le premier. Noël. Ils sont venus, les petits et les petites encore, dire bonjour à l'âne du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a du foin et des navets cuits, des carottes et du pain béni. Mangez les gens, les bêtes aussi, et le pain cuit. Noël, Noël, Amen. C'est la chanson des trois petits garçons. Je parle à mon micro-ondes, il ne me répond pas, je ne comprends pas. C'est c'est normal. Attendez, parce que j'ai appuyé trop vite sur la roulette. Voilà. L'histoire suivante. Ah, mais l'histoire suivante, on l'a lu la semaine passée. L'histoire suivante, c'est le conte de Noël de Guy de Maupassant avec le docteur Bonenfant qui décide de sortir pour chercher quelqu'un pour fêter les fêtes de Noël et qui repère une personne assez forte et qui l'invite à manger et qu'elle accouche chez lui la nuit. Ils sont toc-toc dans le Châtilly. T'avais jamais remarqué? C'est seulement maintenant que tu le vois, Jérôme. On est barré, mais c'est drôle. Pauvre Jérôme. Je dois descendre l'histoire du coup. Oh, excusez-moi. Toc toc qui est là, la petite souris. Ou la minette passe bien la patte derrière l'oreille. Oui, mais ça c'est parce qu'il pleut. C'est pour ça. Sa petite souris de miaou. Ah oui, c'est ça. Euh, J'ai acheté des chocolats à la pistache. Ils ont le goût de la noisette. Ah bon? Il va y avoir de la flotte ou de la neige. Ils l'ont annoncé, ouais, j'ai vu. Qu'ils annonçaient de la pluie et de la neige. Ah, je te jure. N'empêche, il y a des bugs. Il y a des bugs sur Twitch aujourd'hui. Enfin, vous allez me dire, il y a souvent des bugs. J'ai vu un calendrier de l'Avent avec des nougats. Moi, je n'ai jamais fait de calendrier de l'Avent. Jamais. Je suis... je fais tout à l'envers. Bon, attendez, je regarde la longueur de l'histoire suivante. J'aime pas quand elles sont trop longues, avec trop de blabla. J'aime bien les histoires de Noël, mais punaise, c'est heureusement que je regarde, hein.
Celle-là, on n'en voit pas la fin. Moi, au niveau du nougat, j'aime bien, c'est le Toblerone. Alors, Charles Dickens, c'est en général, c'est des belles histoires. C'est l'arbre de Noël. Hmm. Elle est encore plus longue que l'autre. Hmm. Attendez. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait, Lily? Au fait, j'ai rigolé tout à l'heure parce que j'ai été sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne YouTube, j'ai 666 abonnés. Je cherche après le lien que m'avait donné Angel. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Bon, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'elle me l'avait donné en privé ou est-ce qu'elle me l'avait donné en modération? Ah, le voilà. Voilà, ça y est. Ouais, hein, c'est ce que je me suis dit. Ça m'a fait rire, je l'ai d'ailleurs screenshoté. Je l'ai d'ailleurs screenshoté. Euh, ben en fait, ben voilà. Ici nous avons. Ah non, celle-là on l'a lu la semaine passée. Et celle-là. Non, il me semble pas qu'on l'ait lu. Exactement. C'est juste les êtres humains qui ont mis des significations sataniques sur le 666. Tout simplement. C'est peut-être, Jérôme, je pense à ça, c'est peut-être fourré à la pistache, mais pas, tu sais, le fourrage, peut-être que c'est des petits morceaux de pistache qu'il y a dans un fourrage aux noisettes, parce que ça, c'est déjà arrivé. Donc c'est possible que ce soit ça. Allez, on va lire un dernier conte qui s'appelle Le sapin de Hans Christiansen Andersen. Là-bas dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé, il avait du soleil et de l'air autour de lui et poussait plus grand que ses camarades pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil ni l'air pur, pas même les enfants des paysans qui passaient en bavardant lorsqu'il allait cueillir des fraises ou des framboises. Jérôme Sénéco. Oh, j'étais si grand, comme les autres, soupirait le petit sapin. Je pourrais étendre largement ma verdure et de mon sommet contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches, et lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni les nuages, qui, matin et soir, naviguaient dans le ciel au-dessus de sa tête.
L'hiver, lorsque la neige étincelante entourait son pied de sa blancheur, il arrivait souvent qu'un lièvre bondissait, sautait par-dessus le petit arbre. Oh, que c'était agaçant! Mais 2 hivers ayant passé, quand vint le troisième, le petit arbre était assez grand pour que le lièvre fût obligé de le contourner. Oh, pousser, pousser, devenir grand et vieux, c'était là, pensait-il, la seule joie au monde. En automne, les bûcherons venaient et abattaient quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année, et le jeune sapin avait atteint une bonne taille et tremblait de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquements. Où allaient-ils? Quel devait être leur sort? Au printemps, lorsqu'arrivaient les hirondelles et les cigognes, le sapin lui demanda: savez-vous où on les conduit? Les avez-vous rencontrés? Les hirondelles n'en savaient rien, mais les cigognes eurent l'air de réfléchir. Oui, je crois savoir. J'ai rencontré beaucoup de navires tout neufs en m'envolant vers l'Égypte. Sur les navires, il y avait des maîtres mâts superbes. J'ose dire que c'étaient eux. Ils sentaient le sapin. Et elle partit. Réjouis-toi de ta jeunesse, dirent les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur et de la vie qui est en toi. Le vent baisa le jeune arbre, la rosée versa sur lui des larmes, mais il ne les comprit pas. Quand vint l'époque de Noël, de tous les jeunes arbres furent abattus, n'ayant souvent même pas la taille ni l'âge de notre sapin, lequel, sans trêve ni repos, désirait toujours partir. Ces jeunes arbres étaient toujours les plus beaux. Ils conservaient leurs branches. Ceux-là, on les couchait sur des charrettes que les chevaux tiraient hors de la forêt. Où vont-ils? Demanda le sapin. Ils ne sont pas plus grands que moi. Il y en avait même des beaucoup plus petits. Pourquoi a-t-on laissé leur verdure? Nous ne le savons pas. Puis gazouillèrent les oiseaux. Nous le savons, nous le savons. En bas de la ville, nous avons regardé à travers les vitres et nous avons vu où les voitures les conduisent. Ils arrivent au plus grand scintillement, au plus grand honneur qu'on puisse imaginer. À travers les vitres, nous les avons vus, plantés au milieu des salons chauffés, garnis de ravissants objets, pommes dorées, gâteaux de miel, jouets et des centaines de lumières. Suis-je destiné à atteindre aussi cette fonction, dit le sapin. C'est encore bien mieux que de voler au-dessus de la mer. Je me languis ici. Qu'est-ce déjà Noël? Je suis grand et développé que ceux qui m'ont emmené l'année dernière, plus grand que ceux qui ont été emmenés l'année dernière. Je voudrais déjà sur la charrette et puis dans le salon chauffé au milieu de ce vaste... Et ensuite, et ensuite, il arrive sûrement quelque chose d'encore mieux, de plus beau. Sinon, pourquoi nous décorer? Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. Mais quoi? Je m'ennuie, je languis. Sois heureux d'être avec nous, dirent l'air et la lumière du soleil. Réjouis-toi de la fraîcheur et de ta libre jeunesse. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait et grandissait. Hiver comme été, il était vert d'un vert foncé, et les gens qui le voyaient s'écriaient « Quel bel arbre !» Avant Noël, il fut abattu, le tout premier. L'âge trancha d'un coup dans sa moelle, il tomba, poussant un grand soupir. Il sentit une douleur profonde et défaillit, il souffrait. L'arbre ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour comme les autres, et il entendit alors un homme dire « Celui-ci est superbe, nous le choisissons. » Le sapin fut dressé.
dans un petit tonneau rempli de sable, mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau parce qu'il était enveloppé d'une étoffe verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Oh, notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer? C'était splendide, incomparable, magnifique. Il fut garni de bougies rouges, bleues et blanches, de noix dorées, de pommes, de fondant. Ce soir, disaient-ils tous, ce soir, ce sera beau. Oh, pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir quand les bougies seront allumées. Que se passera-t-il alors? Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer? Les moineaux me regarderont-ils à travers les vitres? Vais-je rester ici, ainsi décoré, hiver et été? On alluma les lumières, quel éclat, quelle beauté! Un frémissement parcourut les branches de sorte qu'une des bougies y mit le feu, une sérieuse flambée. Mon Dieu, crièrent les demoiselles en se dépêchant d'éteindre. Le pauvre arbre n'osait même plus trembler. Quelle torture! Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches et on les éteignait à mesure. Et puis les enfants eurent la permission de dépouiller l'arbre complètement. Ils se jetèrent sur lui si fort que tous les rameaux en craquaient. Il n'avait été bien attaché au plafond par le ruban qui fixait aussi l'étoile. Il aurait été renversé. Les petits tournoyaient dans le salon. Une histoire, criaient les enfants en entraînant vers l'arbre un gros petit homme ventru. Il s'assit sous l'arbre et raconta l'histoire de Dumble-Ballot qui tomba du haut des escaliers, gagna tout de même le trône et épousa la princesse. Au matin, un valet et une femme de chambre entrèrent. Quand la fête qui recommence, pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce en haut des escaliers au grenier, et là, dans un coin sombre où le jour ne parvenait pas, ils l'abandonnèrent. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vais-je faire ici? C'est l'hiver dehors maintenant, pensa-t-il. La terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Bip bip, fit une petite souris. Miaou mix. Sans quoi on serait bien ici, n'est-ce pas, vieux sapin? Je ne suis pas vieux du tout, répondit le sapin. Il y a beaucoup de bien plus vieux que moi. D'où viens-tu donc? Demanda la souris. Elle était horriblement curieuse. Parle-nous de l'endroit le plus exquis de la terre. Y as-tu été? Et je ne connaissais pas ça, dit l'arbre, mais je connaissais la forêt où brille le soleil et où l'oiseau chante. Il lui parla de son enfance. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles écoutaient à toute oreille. Tout se passa très vite. Et voici que la vie recommence, pensant l'arbre. L'été est arrivé. La cour se prolongeait par un jardin en fleurs. Les roses pendaient fraîches et odorantes par-dessus la petite barrière. Les tilleuls étaient fleuris et les hirondelles voletaient en chantant. Qui vite, mon homme est arrivé. Mais ce n'était pas du tout Sapin qu'elle voulait parler. Je vais revivre, se disait-il, enchanté et tendant largement ses branches. Hélas, elle était toute fanée et jaunie. L'étoile de papier doré était restée fixée à son sommet et brillait au soleil. Dans la cour jouaient quelques enfants joyeux qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre et s'en étaient réjouis. L'un des plus petits s'élança et arracha l'étoile d'or. « Regarde ce qui était resté sur cet affreux arbre de Noël » s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers.
L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du jardin, puis enfin se regarda lui-même, comme il eût préféré être resté dans son coin sombre ou grenier. Il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris, si heureuses d'entendre les histoires qu'il racontait. Fini, fini. Si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais. Le valet dépita l'arbre en petits morceaux et en fit un grand tas qui flamba joyeusement sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappèrent, chaque soupir éclatait. Les enfants qui jouaient au dehors entrèrent s'asseoir devant le feu et ils criaient pif paf à chaque craquement de sapin. Lui songeait à un jour d'été dans la forêt ou une nuit d'hiver quand les étoiles étincellent. Il pensait au soir de Noël, à Dump le ballot, le seul conte qu'il eût entendu et qu'il sut répéter. Et voilà, il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour, le plus jeune portait à sa poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir, le plus heureux de sa vie. Le soir était fini, l'arbre était fini, et l'histoire finie aussi, comme toutes les histoires.